tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, il y a 3 mots qu'il faut jamais dire, sauf si tu veux rester pauvre. Comment on fait pour vendre à quelqu'un qui, par exemple, est radin ou quelqu'un qui veut flamber? Tu peux pas recruter un vendeur qui n'aime pas l'argent. Quand tu vends un truc à quelqu'un, tu dois t'adapter à sa personnalité. Il y a 6 types de personnalités connues aujourd'hui dans la vente. Qu'est-ce que c'est une vente un peu sale et une vente qui se conclut, qui réussit? Base de la base qu'il faut absolument savoir si tu veux vendre un truc à quelqu'un, avant de rentrer dans les techniques, etc., c'est que tu ne vends jamais. Ça y est, Rassem, c'est la première. Bienvenue dans Business Class, Merci. l'émission où on essaie de défricher ensemble des sujets business sur lesquels les gens s'interrogent, sur le fait de créer son entreprise, développer, faire de l'argent, atteindre l'indépendance financière. Toi, tu as créé Legal Place, qui est aujourd'hui l'outil le plus utilisé en France pour créer des entreprises. Et à Acid, je crois que vous avez aidé combien d'entreprises à peu près? 300? Ouais, 300 000 peut-être. 300 000 comme ça, ouais. Et je sais que vous avez aussi des données qui vous permettent aussi de voir comment se portent les entreprises, comment bougent leurs comptas, et donc d'avoir une visibilité sur ce qui fait que les entreprises marchent, ce qui ne marche pas. Vous avez aussi des retours en direct des entrepreneurs. Et donc l'idée dans ce petit échange qu'on va voir très régulièrement, c'est d'aborder des thèmes auxquels les gens s'intéressent et d'avoir toi ton expertise, ton retour d'expérience aussi sur ce que tu vois. Aujourd'hui, pour cette première, on a décidé de parler des techniques de vente. Ouais, c'est un sujet qui fait peur à énormément de Français quand ils veulent lancer leur boîte. C'est un des sujets qui fait vraiment le plus peur. Et donc, c'est un sujet qu'on a voulu commencer par aborder maintenant. Ça empêche beaucoup de gens de se lancer, en fait. Et si on arrive à démystifier ça, si les gens arrivent à comprendre, à connaître les techniques de vente, c'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup moins de mal à vendre. Alors que les gens pensent, ils ont une pensée limitante, ils pensent qu'ils ne peuvent pas vendre parce qu'ils ne sont pas faits pour la vente. Alors que tout le monde peut vendre, en fait. Est-ce que toi, tu te rappelles justement ta première vente ou la première chose que tu as essayé de vendre ou un truc que tu as raté en vente? Écoute, au début, je vendais vraiment n'importe comment. C'était de l'improvisation pure. Et au début, c'était moi qui prenais tous les appels qu'on recevait sur legalplace.fr. Et je disais « Hello, Legal Place, bonjour, comment je peux vous aider ?» Et j'avais aucune idée des étapes qu'il fallait suivre. Donc, très vite, je parlais du prix, je rentrais dans la négo, alors que j'expliquais pas forcément du tout au début la valeur ajoutée. Et donc, c'était très dur. Je me faisais raccrocher au nez, les gens étaient vénères, etc. Ouais, je me souviens pas de la première vente que j'ai faite, mais je me souviens de cette période où je tâtonnais énormément. Et une fois, et le jour où j'ai découvert quel est le process de vente, genre les étapes à suivre, j'étais beaucoup plus tranquille psychologiquement parce que je me disais, ok, j'ai qu'à suivre le plan. Ça peut pas. Si je suis le plan, donc je suis rassuré que ça va bien se faire, tu vois. Et comment t'en es venu à ça? Toi, t'as suivi une formation, t'as lu des bouquins ou tu t'es entouré de personnes qui t'ont coaché sur ça? Non, je me suis plutôt entouré de personnes que j'ai essayé de recruter des vendeurs. Donc, j'ai parlé à beaucoup de gens qui étaient directeurs de vente. Et quand tu parles à des gens comme ça, à un moment donné, tu commences à comprendre, ils t'expliquent, ils t'éduquent un peu sur la question. Et après, il y a énormément de littérature sur le web sur ça, en fait. Tu m'as dit, tu m'as dit que justement, c'était dans ton équipe, c'était les mecs qui avaient eu des parcours très difficiles, qui venaient souvent de milieux défavorisés, qui étaient les meilleurs vendeurs. C'est vrai. Nous, on a constaté que les gens qui arrivaient à vendre le mieux, c'était pas du tout une question de diplôme, parce que c'est un métier très particulier, tu vois. C'est très psychologique comme métier. Il faut pouvoir accepter de se prendre des râteaux, de se prendre des gens vénères. Et c'est vrai que ceux qui ont fait des grandes écoles n'ont pas forcément ce vécu-là. Ils sont pas pris des portes dans la gueule. Exactement. Ils ont plutôt eu l'habitude d'avoir toujours été le premier, toujours réussi, jamais prendre des refus et des échecs quotidiennement. Et un vendeur se prend des échecs tous les jours et ça lui fait pas forcément de mal, en fait. Et un vendeur, c'est quelqu'un qui doit aimer l'argent. Tu vois, tu peux pas recruter un vendeur qui n'aime pas l'argent. Genre, c'est complètement... Tu peux recruter un ingénieur qui n'aime pas l'argent, c'est pas grave, tu vois. Mais le vendeur, c'est une des premières questions, c'est de savoir si vraiment il est motivé par ça ou pas. Sinon, il peut pas se surpasser. Et dans la vente, si tu ne te surpasses pas, tu ne fais pas des objectifs, tu ne vas pas vendre bien, en fait. Et puis en fait, oui, c'est vrai que la fonction de base d'un vendeur, c'est de ramener de l'argent. Donc si tu n'aimes pas l'argent, c'est que tu as peut-être moins d'affinité pour ton job de base. Et c'est pour ça qu'ils sont très bien payés. Dans beaucoup de boîtes, ils sont mieux payés que les ingénieurs. Parce qu'ils sont proches de l'argent. C'est eux qui font rentrer l'argent. Et plus tu es proche de la source d'argent dans une boîte, et mieux tu es payé, tu vois. Et plus tu es loin de l'argent, et moins tu es payé. C'est un peu... c'est parce que c'est bizarre. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais un ingénieur a suivi toute une formation complexe, il a appris à faire des choses techniques et tout, donc il doit être un des mieux payés. » Mais en fait, le vendeur qui n'a pas forcément eu de diplôme, souvent avec son bonus, va dépasser ce que tu payes à un ingénieur, quoi. Donc vous, dans la vision que vous avez chez Legal Place de toutes les PME et autres avec lesquelles vous travaillez, les postes qui sont le mieux rémunérés en général, c'est les postes de commerciaux, c'est les postes de vendeurs,
Parce que c'est ceux qui créent la valeur, en fait. Pas que en PME, même si tu parles des grosses boîtes américaines, Salesforce, Google, etc. Chez eux, les plus rémunérés, en général, c'est les vendeurs. Parfois, c'est des experts peut-être hyper niche, hyper techniques, en intelligence artificielle, etc. Mais c'est l'exception. Quand tu prends les grands nombres, la majorité, c'est les vendeurs qui sont hyper bien payés. D'accord. Donc, si on veut faire de l'argent en étant salarié, il faut plutôt être du côté commercial. Sinon, il faut créer sa boîte. Mais c'est un métier dur quand tu es pur commercial. Si tu le fais en tant qu'entrepreneur, pour toi, tu vas pas le faire tous les jours, tout le temps, ça va. Mais si c'est ton métier, il faut vraiment avoir une personnalité qui te permet de prendre des coups tous les jours et de te réveiller le matin avec une nouvelle énergie et partir à la conquête encore, tu vois. Ça te draine beaucoup ton énergie, en fait. Est-ce que toi, tu as un souvenir de la plus belle vente que tu as fait? Écoute, Ça peut être aussi quand tu étais enfant, si tu vendais des trucs sur la plage ou quoi. Moi, j'ai commencé en vendant des bobs sur la plage. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, technique de vente, pour attirer l'attention des gens, je vais vendre des bobs, j'en avais empilé 20 sur ma tête. Donc, c'était une espèce de colonne de bobs. Je vois. Et j'étais ce genre de mec dans la plage. J'étais le mec un peu ridicule, mais les gens disaient, ah, je faisais tellement de la peine que les gens... Je vais t'en acheter un, comme ça sera moins lourd sur ta tête, tu auras l'air un peu moins con. C'est une vraie histoire ou c'est une vraie histoire, non, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Okay. Ça m'a dégoûté de la vente après. J'ai pas vendu de bop dans les plages, ni de beignets, mais plus belle vente. Nous, les ventes qu'on fait chez Legal Place, c'est des ventes individuelles à des entrepreneurs, tu vois. Donc c'est vraiment on fait pas des grandes ventes à des grands comptes, tu vois. Parce qu'en général, les belles ventes, c'est quand tu fais rentrer, 300 000, 400 000 euros dans la boîte avec une seule vente, tu vois. Ouais. Nous, on n'a pas ce type de client. Mais j'ai pu... moi, quand j'étais étudiant, j'avais ma boîte de prestations de services. Je vendais à des chefs d'entreprise des prestations, tu vois, du service. Et je me souviens qu'à l'époque, pour vendre, il fallait que je paraisse un peu plus mûr, un peu plus vieux, en fait, tu vois. Et donc, pour rassurer, pour avoir la confiance. Rassurer, ouais. Parce que c'est très dur de confier le développement d'une app que tu penses être stratégique pour ta boîte et tout à un petit jeune qui est encore étudiant. Et donc, voilà, j'avais des techniques un peu de mettre un costard ou d'être... Laisser pousser la barbe. Exactement, oui. Laisser pousser la barbe et tout. Comme ça, les gens se disaient... Je faisais un max de signaux comme ça pour que les mecs pensent que je suis un peu plus vieux que ce que j'étais. Et ça marchait. Je pense que ça marchait. Donc, première technique, c'est... Si je peux schématiser, c'est... Faut être crédible. Prendre les codes. Pour être crédible, prendre les codes de l'univers dans lequel on évolue. Parce que j'imagine que si demain, tu devais vendre à des mecs de start-up hyper jeunes et hyper créatifs... Tu aurais peut-être mis le sweat à capuche de Mark Zuckerberg et une paire de claquettes. Je serais pas venu en costard cravate. Ouais. J'ai des gens qui ne voient jamais ça parce que ça aurait fait trop pour eux. Et donc, ouais, ça aurait été moins. Et je pense si tu. Là, il fallait que je paraisse un peu plus vieux, mais pas non plus trop formel parce que je venais de la tech. C'était normal que je ne sois pas en costard cravate tout le temps, en fait, tu vois. Mais j'étais un peu trop jeune pour l'époque. Donc, tous les signaux qui pouvaient créer de la crédibilité. En citant des gens avec qui tu as bossé, des missions que tu as déjà faites dans le passé, etc. Tout ce qui rassure, c'est des signaux, on appelle ça en anglais les social proof. C'est-à-dire la preuve sociale. Ouais, c'est des preuves sociales, exact. Montrer que d'autres personnes du groupe t'ont fait confiance pour avoir une crédibilité. Des gens comme toi ont déjà fait appel à moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que une des techniques de vente, c'est que quand quelqu'un te demande une réduction, aujourd'hui, si tu vends quelque chose à quelqu'un et qu'on te demande une réduction, et que tu veux faire une offre de réduction pour closer la vente, il ne reste que ça. La technique, c'est de demander tout le temps un truc en retour, tu vois. Et donc, par exemple, un des trucs en retour qu'on utilise le plus, nous, c'est est-ce que tu peux faire un témoignage client si je te fais la réduction? On fait une vidéo où tu dis, voilà, j'ai utilisé Legal Place, c'était hyper bien, ça m'a facilité la vie. Comme ça, le jour où je vais vendre à quelqu'un qui te ressemble exactement, qui est dans la même industrie, si toi tu es dans le BTP et que lui est dans le BTP, je vais lui sortir le témoignage du BTP. Si je parle à un consultant, je vais sortir le témoignage du consultant. Et donc, en retour, pour que les gens acceptent de te faire ces témoignages-là, en fait, ta réduction, tu obtiens en contrepartie ça, tu vois. Je trouve hyper bien dans ce système, c'est qu'en fait, au lieu de faire une vente, tu en fais deux. Puisque tu valides déjà ta première vente avec une personne, et puis ça te donne un levier pour une prochaine vente auprès d'un profil similaire. Exact. Et tu peux aussi demander des recommandations directement. Genre, si je te fais la réduction, j'aimerais bien que tu me ramènes 5 ou 4 prospects, des gens de ton entourage qui ont besoin de mon service. Si tu les ramènes, tu leur donnes les coordonnées ou quoi, je te fais la réduction, tu vois. Donc c'est en contrepartie que
Parce qu'en fait, le mec, psychologiquement, tu vas lui faire un geste, donc par réciprocité, il accepte de te faire un geste. C'est un biais psychologique aussi, le biais de réciprocité. C'est un des piliers les plus importants, ouais, exactement. Alors justement, on vient de parler de la preuve sociale. Oui. Et il y a un exemple qui est sur votre site, mais qui est aussi sur plein de sites, je pense à Amazon ou autre. C'est que justement, quand on propose une vente ou un service, en dessous, maintenant, systématisé sur les sites, tu as toujours un bloc avec soit une note, soit justement des avis clients, des avis consommateurs, pour donner, là encore, de la preuve sociale et des preuves de qualité du service, quoi, pour faciliter justement à la vente. Oui. Là, on se parle de vente comme ça. Je pense que les gens, dans leur façon de créer des business ou ce qu'ils ont en tête, ils pensent beaucoup à l'image de vente qu'on a, c'est-à-dire dans un magasin, avec un vendeur en face et de la négo en un contre un. Je sais que c'est des sujets que vous avez beaucoup abordés, vous avez fait des séminaires sur ça, etc. Et je sais notamment qu'il y a 3 mots qu'il ne faut jamais utiliser, justement, quand on est en vente avec quelqu'un. Toi, tu les connais, tu peux nous en parler un peu plus ? C'est vrai qu'il y a des mots qui sont proscrits dans la vente ou qui donnent une impression très mauvaise. Un des exemples en parlant de réduction tout à l'heure, c'est le mot réduction. Au lieu de dire je vais te faire une réduction, ça fait l'impression que ton produit, en fait, ça le rend un peu plus cheap, ça le dégrade. Alors que si tu dis il y a une offre limitée, ça fait un truc un peu plus exclusif. Tu peux en profiter aujourd'hui, donc il faut sauter sur l'occasion, mais c'est une offre limitée. Et tu crées une urgence en plus. Tu crées une urgence. Et dans le luxe, ils utilisent beaucoup ça, tu vois. Au lieu de dire que ce produit est très cher, est un peu cher, si le client veut parler d'un produit, il est plus cher chez toi, le mot cher peut donner une mauvaise impression aussi. Il faut plutôt dire ce produit-là, c'est premium. Comme il est premium, c'est normal qu'il soit cher, tu vois. Oui, parce qu'on associe... Je parle pas du prix. On associe plutôt à une idée de qualité supérieure. Et donc, dans la tête des gens, le biais psychologique, c'est se dire si c'est mieux, ça veut dire que ce qui est meilleur ou plus rare ou meilleure qualité, c'est plus cher. Donc, c'est lui-même qui fait la démarche de se dire ok, je comprends que c'est plus cher, je suis prêt à payer plus cher que ça. C'est ça, exact. Et une des phrases aussi que j'entends beaucoup, et que ça marche pas que dans la vente, c'est je vais être honnête avec vous. Et quand tu dis je vais être honnête avec vous, ça veut dire que toute la discussion avant, tu l'étais pas, tu vois. Et donc ça fait un peu bizarre. Et donc c'est pas des mots qu'il faut prononcer. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de... Le luxe, c'est une très bonne école, je trouve, pour la vente. Tu sais, ils avaient fait ce test sur des enfants, on en avait parlé une fois, où ils ont pris des jouets qu'ils ont mis par terre. Et ils ont pris un groupe d'enfants, tu vois. Et ils ont mis un jouet qui était accessible immédiatement et un autre où il y avait une petite barrière en verre, mais une toute petite, genre tu peux vraiment passer ta main par-dessus et le prendre. Et ils ont remarqué que quand la barrière était petite, ça changeait rien. T'avais 50% d'enfants qui prenaient celui de droite ou celui de gauche. Et ensuite, ils ont fait un autre test où la barrière était très grande et donc l'enfant devait passer autour pour chercher le jouet, tu vois. Et du coup, là, ce qui est incroyable, c'est que les enfants choisissaient systématiquement le jouet le moins accessible. Parce qu'ils avaient l'impression, alors que c'est le même jouet, parce qu'ils avaient l'impression que vraiment, il y avait quelque chose de plus désirable dans ce jouet-là, que comme c'est pas accessible, ça devait être plus important. Et si tu vois, c'est pour ça que dans les boutiques, en parlant de vente, t'as ces produits-là qui sont placés derrière un truc en vitre. T'as toujours un produit phare qui est bien vitré, etc. Et puis les autres qui sont un peu ensemble, éparpillés, etc. Et en fait, le produit phare qu'ils veulent mettre en avant, ils vont lui donner ce côté très inaccessible, tu vois. Comme ça, les gens le désirent plus. Oui. Donc, dans la vente, t'as énormément de billets comme ça qui sont utilisés pour maximiser les ventes, en fait. Alors, question de base, quand on veut vendre quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'il y a une première règle immuable, imparable, qui marche à tous les coups ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire absolument, quoi qu'il en soit ? Je pense que la base de la base qu'il faut absolument savoir si tu veux vendre un truc à quelqu'un, avant de rentrer dans les techniques, etc., c'est que tu ne vends jamais le contenu de ton produit ou de ton service, tu vends uniquement le résultat. Tu vends la valeur. C'est-à-dire ? En fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que si, imaginons, tu vends un programme de sport, de coaching. Tu peux dire, mon programme contient 20 heures d'entraînement, 15 heures de recettes de je sais pas quoi, un programme détaillé tous les jours, etc. C'est le contenu, ça, tu vois. Ça va pas justifier vraiment le prix. Tu peux pas mettre des prix très élevés sur un truc où il y a juste le contenu comme ça, froid. Au lieu de faire ça, tu peux vendre le résultat, mais tu peux aller encore plus loin. Tu peux vendre même pour que le mec se projette le plus possible dans le résultat. D'accord. Tu peux même essayer de vendre un faux problème que tu vas créer dans sa tête juste pour qu'il se projette. Par exemple, tu peux dire après 1 mois ou 2 mois avec ce programme-là, tu auras un problème.
c'est que tu vas devoir jeter tous tes vêtements parce que tu auras plus, ça sera plus la taille, tu vois. Tu seras trop fit. Tu seras trop fit. Tu seras trop fit pour les vêtements. Ah, enfin, ce que tu dis, c'est qu'il faut pas vendre 10 heures de sport ou autre, c'est grâce à nous, vous allez vous sentir mieux dans votre peau, une meilleure hygiène de vie. Oui, voilà. selon le résultat que les gens cherchent, mais là, le mec se projette dans ce que tu lui racontes. C'est une image, tu as fait une image, il se dit, ok, je jette mes vêtements, ça veut dire que je suis fit. Donc, merde, ça veut dire que vraiment, ce truc-là, ce qui me vend, c'est que je vais être fit dans 2 mois, en fait, tu vois. Et donc, on s'en fout ce qu'il y a dans le contenu. Après, tu peux détailler à la fin de la discussion, il contient ceci, cela, mais si tu as réussi à le faire projeter dans les résultats, c'est bon, tu as gagné la vente. Tu peux mettre le prix que tu veux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans la vente, ça va très loin, le projection. Quand tu vas dans un magasin Apple, ils ont mis leurs écrans de Mac avec un certain angle qui est calculé au millimètre près. Et genre, t'as des mecs, les vendeurs, le matin, ils se posent avant l'ouverture avec leur compas ou je sais pas quoi là, pour le mettre à l'angle qu'il faut. Et cet angle-là, c'est genre un angle qui fait que tu es obligé de toucher l'écran. En gros, il n'est pas assez ouvert pour que tu regardes bien l'écran. Donc, quand tu le touches, tu commences déjà à t'en projeter. Tu es en train de te projeter dans l'usage parce que tu as touché la matière, tu vois. Ah, on a un biais comme ça, je crois, qui fait que quand on touche quelque chose, ton cerveau, parce que c'est un mécanisme ancestral, il s'imagine le posséder. Ouais, et donc après, tu as plus de mal à lâcher. Tu te projettes dans la possession. Ouais, exactement. Et donc, tu peux pas partir facilement. Tu te sens un peu obligé de... Et donc voilà, quand tu vends, il faut faire projeter le mec dans le résultat, dans la valeur. Et si tu arrives à le faire projeter suffisamment bien, c'est plus un problème de prix. Tu n'as pas à justifier le prix parce qu'il y a 20 heures, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui... Sur le prix, il y a des gens qui ont ce défaut de penser que le prix se justifie par l'effort qui a été mis dans le produit. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour mettre un prix ? Ils vont prendre les coûts et ils rajoutent une marge. Et le prix, ça n'a rien à voir avec tes coûts. C'est pour ça qu'il y a des sacs Chanel qui coûtent 50 € ou 60 à fabriquer et qui, au final, ils arrivent à les vendre 5 000 €, tu vois. Ouais. Et parfois, tu as des trucs qui te coûtent trop cher et tu arrives à les vendre pour moins. Et en fait, le prix, c'est uniquement ce que la personne va... La valeur qu'elle attribue. Ce qu'elle valorise, ouais, exactement. Et pas ce qu'il y a eu dans la construction. Est-ce que tu as mis des heures à le concevoir ? Est-ce que tu as ramené le meilleur designer ? Ça joue pas dans la vente. C'est la valeur de ce que ça va te procurer quand tu l'auras. Ouais. Exact. Tu vois, ça me fait penser à une campagne de Nike qui est un peu iconique. C'était avec Jordan dans les années 80-90, je crois. Ok. Où tu as des mecs qui sautent hyper haut et ils disent est-ce que c'est les chaussures ? Est-ce que c'est les chaussures ? Is it the shoes ? Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont vendu la chaussure. C'est que ils vendaient le fait de pouvoir sauter comme Jordan, quoi, être aussi fort que Jordan. Ouais. Mais c'est vrai, c'est hyper juste ce que tu dis. Ouais. Alors moi, il y a une question que je me pose et je pense que plein de gens se posent aussi. C'est que j'ai l'impression qu'on a tous des personnalités différentes, des envies différentes. Donc, comment on fait pour vendre à quelqu'un qui, par exemple, est radin ou quelqu'un qui veut flamber ? Est-ce qu'il y a des façons de penser différemment, des méthodes différentes ? Comment on fait en fait sur des ventes comme ça ? Quand tu vends un truc à quelqu'un, tu dois t'adapter à sa personnalité. Il y a 6 types de personnalités connues aujourd'hui dans la vente. Okay. Tu pourras regarder sur Internet. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que si tu remarques bien, un truc de ouf, quand tu vas dans une boutique de luxe, genre Gucci ou autre, souvent, tu as des mecs qui se font traiter comme une merde chez eux, tu vois. Et en fait, c'est pas fait au hasard. C'est qu'ils ont détecté qu'ils ont un certain type de personnalité orgueilleux, la personnalité haut. Et en fait, ce type de personnalité, c'est des gens, s'ils sont piqués dans leur orgueil, ils vont réagir d'une certaine manière. Ils vont acheter si tu as envie qu'ils achètent, etc. Ils doivent répondre à ce truc-là, tu vois. Et donc, la technique dans les boutiques de luxe, c'est de les prendre un peu de haut. C'est de dire, par exemple, ce sac est peut-être un peu cher pour vous. Si tu dis ça à un mec qui n'est pas orgueilleux, mais qui est plutôt dans le côté sensible au prix, bah, il va dire ah bah c'est dommage, je vais pas l'acheter. Mais si tu touches les mecs orgueilleux avec ça, ils seront obligés de réagir pour te prouver comment ça c'est cher pour moi. Non, c'est pas cher pour moi. Et ils peuvent acheter rien que pour ça. Et acheter d'autres trucs en plus pour prouver encore plus. Alors qu'ils ont peut-être pas les moyens pour et que c'est pas une bonne décision, tu vois. Et donc dans il y a 6, tu peux regarder sur internet, chacun il faut ça, par exemple un des 6 c'est les gens qui sont très sensibles à la nouveauté. C'est des gens, si ils savent qu'ils sont les premiers à l'acheter et que personne ne l'a, ils vont l'acheter. Mais si tu leur dis tout le monde l'a déjà, parce que tu as l'impression que ça le rassure, parfois ça rassure les gens de savoir que tout le monde a acheté ce truc. La preuve sociale. La preuve sociale, il va dire ah bah c'est pas fait pour moi. Si tout le monde l'a, moi, t'as des potes qui disent si cette série tout le monde la regarde, moi je la regarderai jamais, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas vu Game of Thrones parce que tout le monde en parlait. Ça existe, tu vois. Et donc c'est la même chose, c'est un type parmi les 6. Donc il faut scanner la personne. C'est très facile de savoir en écoutant la personne. Et un autre truc de base qui est hyper important dans la vente, que personne ne capte au début, c'est que c'est pas toi qui parles.
c'est le client qui doit parler. Donc tu dois le faire parler le plus possible, l'écouter au max. Et c'est là où tu vas savoir quel type de personnalité tu utilises, il a quel type, donc comment tu l'abordes, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment, et la valeur qu'il cherche. Est-ce qu'il veut être slim en 2 mois ou est-ce qu'il va avoir des muscles en 2 mois? C'est pas pareil, tu vois. Et si tu l'écoutes pas et c'est toi qui parles et tu racontes pourquoi ton produit c'est le meilleur au monde, tu vas rater tout ça. Est-ce qu'il y a des questions types justement à faire pour dérouler Il y a des techniques. Nous, les vendeurs chez Legal Place, on regarde combien de temps il parle et combien de temps le client parle. Et si il parle plus ou avant, parce que c'est lui qui doit parler au début. Tu parles du vendeur là. Ouais, le vendeur, on va scanner combien de temps il va passer avec le client, combien il va parler, combien le client parle. Si il parle plus que le client, il y a un coach qui va venir le voir et il va dire t'es à côté de la plaque, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu vois. S'il parle en premier alors que c'est le client qui doit commencer à parler et toi tu parles à la fin parce que tu as pu le scanner. Et du coup, on les coach comme ça, tu vois. Les techniques, le problème, c'est les clients qui sont qui ne parlent pas beaucoup, tu vois, qui sont pas bavards. Parce que eux, ils peuvent te dire oui, non, tu vois, ils peuvent répondre comme ça. Ah, donc il faut plutôt des questions ouvertes pour qu'il y ait un discours à développer. Et il faut pas les couper. Parce que si tu les coupes alors qu'ils sont en train de te donner de l'or, c'est très très dommage, tu vois. Ils sont en train de te dire des choses que tu vas utiliser et tu les coupes, c'est très... Et du coup, ton intérêt, c'est qu'ils les faire parler au max et s'ils s'arrêtent, de les relancer. Donc en les relançant, tu peux utiliser une des techniques de négo les plus connues, ça s'appelle le mirroring, c'est de répéter juste les 2-3 derniers mots qu'ils ont dit. Les 2-3 derniers mots qu'ils ont dit. Les 2 derniers mots qu'ils ont dit, exactement. Là, je peux même pas m'en rendre compte. Oui. Tu vois, alors que je te parle de cette technique, je m'en rends même pas compte. Elle est hyper naturelle, t'as pas besoin de réfléchir, donc même si t'es fatigué, tu lui sors ça et il reprend et il est obligé. Et puis tu peux aussi laisser des vides. Ah ouais, parce que moi, c'est quelque chose complètement contre-intuitif pour moi. J'ai l'impression que pour une vente, je me dirais, il faut que je donne des arguments. Alors, il faut remplir le temps, quoi. Exactement. Si tu laisses le vide, les gens sont obligés de... C'est naturel, ils sont obligés de parler pour remplir le vide. Et c'est là où ils vont parfois te dire la chose que tu voulais absolument savoir. Par exemple, il va te dire « Non, mais c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma femme. » Bam, tu as une information clé. Tu es en train de convaincre la mauvaise personne. Il faut qu'il te passe sa femme pour que tu closes la vente, tu vois. Et ça, c'est soit tu le relances, soit... S'il ne parle pas, tu vas pas savoir ce qu'il faut pour lui vendre, en fait. Tu viens d'évoquer un point hyper important, justement, c'est de trouver le bon décideur. Oui. Justement. Les décisionnaires, oui, exact. Ça, j'ai entendu parler beaucoup dans des techniques de vente. Quand on vend un projet à une assemblée, j'ai souvent entendu ça quand on vend quelque chose à un grand groupe, où tu te retrouves dans des salles de réunion où tu as 10 personnes et tu sais pas qui est le boss. Et donc, tu te retrouves à parler sans savoir. Alors, évidemment, comme tout le monde, on est poli, on traite tout le monde de la même façon, on est gentil. Oui. Mais il paraît qu'il y a plusieurs techniques pour détecter justement qui est le décisionnaire dans ces cas-là. Ouais. Quand tu fais une vente pour une grosse boîte, c'est très différent de quand tu fais une vente pour un entrepreneur seul ou un particulier, etc. Le particulier, souvent, c'est que lui le décisionnaire, parfois sa femme, mais c'est rare. Quand tu es dans une très grosse boîte, c'est très différent. Là, c'est clair que tu vas avoir même plusieurs rôles en vrai. Tu vas avoir le décisionnaire, tu vas avoir le sponsor, parce qu'il peut avoir un décisionnaire, mais qui ne croit pas trop dans le produit et dans le service. Et en fait, le sponsor, c'est celui qui va te pousser dans la boîte au max et qui va te permettre d'arriver au décisionnaire et de ramener les bonnes personnes. Il va te dire qu'est-ce qui bloque la vente pour que toi, tu puisses régler l'offre de sorte à ce qu'elle passe, etc. Donc en fait, il faut détecter, en général, on dit qu'il faut détecter les deux. Un sponsor, quelqu'un qui veut vraiment t'aider de l'intérieur, et le décisionnaire final pour que tu saches qu'il faut le ramener dans certains calls, tu vois, dans certaines discussions. Parce qu'à une certaine étape, s'il n'est pas là, le décisionnaire, tu vas avoir quelqu'un entre les deux. Et donc, tu ne sauras pas qu'est-ce qui bloque, etc. Donc, en fait, le plus vite tu arrives à la ramener sur la table, le mieux c'est. Parfois, c'est un peu dur, donc tu dois convaincre quelqu'un d'autre. Mais à la fin de la fin, il doit être là pour trancher, quoi. T'as pas remarqué un truc dans les boutiques de luxe, genre Gucci, les vendeurs sont obligés de te traiter comme une merde? Si tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, il y a 3 mots qu'il faut jamais dire, sauf si tu veux rester pauvre. Bon, c'est cool, là, on a couvert les bases de base des techniques de vente. Si les gens veulent en savoir plus, je pense qu'on le saura. Pour ce premier épisode, on se dit bien à bientôt pour un nouveau sujet dans Business Class. On couvrira peut-être technique marketing la prochaine fois, parce qu'il y a vente et marketing. Et on le saura dans les commentaires si les gens veulent couvrir plus de choses sur la vente. On couvrira ça dans d'autres épisodes. Ou qu'on creuse encore des sujets qu'on a évoqués là. Voilà. On fabrique le programme avec eux. On essaye, c'est le début. Donc n'hésitez pas. Chill.